Nous n'aurons pas assez d'une vie pour comprendre l'art, c'est pourquoi, tout affaire cessante, je vais continuer à lire mes notes à propos du design d'objets. Le design d'objets, ça fait pas partie des arts plastiques, ça fait partie des arts appliqués. Je rappelle qu'il y a 4 arts appliqués, le design d'objets, la mode, la décoration intérieure et le graphisme. Et là, on va rentrer dans un grand tunnel Ettore Sottsass, parce que j'ai lu une biographie qui n'est trouvable qu'en bibliothèque. Je crois que c'est la publication d'une thèse que j'avais pris il y a très longtemps dans une bibliothèque spécialisée, que j'ai lu en prenant plein de notes. Et là, c'est les notes que j'avais retranscrites ici. Donc, Ettore Sottsass, 1917-2007. Fils d'un père architecte, il grandit au milieu de jouets faits par de grands designers. Par exemple, donc ça c'est de l'allemand, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, Die Nibelungen, illustré par Karl Otto Sesca. Alors Sesca, ça s'écrit C-Z-E-S-C-H-K-A. Membre du Wiener Werkstatt, Sottsass est influencé par ce livre illustré. Traitement bidimensionnel des figures, couleurs vives, aplats, simplification décorative, cloisonnement. Durant ses études, il s'intéresse à la métaphysique. Il en tirera forme, motif, procédé de simplification et densification des volumes. Procédé de visualisation de l'espace et du silence. Il a transcrit le petit traité de théorie de la peinture de De Chirico, peintre métaphysique. La critique de design B. Radis dira à propos de Stanza Metaphysica de Sottsass, de petits points ouvrés les guillemets, les meubles flottent dans le vide, tels les objets d'une place de De Chirico. Fermez les guillemets. Son ami le peintre, Luigi Spazzapan, lui fait connaître le cubisme, Dada, l'expressionnisme. Sottsass s'intéresse aux romans russes et à l'archéologie sumérienne et chinoise. Ouvrez les guillemets. Je suis influencé par tout ce qui n'est pas lié à la culture institutionnelle. Fermez les guillemets. Pendant les années de guerre, il ramène des photos d'architecture, mosquées, maisons paysannes et des dessins de son séjour au Monténégro. L'art de paysan, ouvrez les guillemets, l'art de paysan est une frappante création de sensualisme esthétique. Fermez les guillemets, et ce n'était pas une citation de Sottsass, mais de Le Corbusier. Le doute et l'optimisme-pessimisme, le doute et l'optimisme-pessimisme contre le rationalisme. Deux petits points. Constat d'après-guerre de Sottsass. Deux petits points. Ouvrez les guillemets, les théories optimistes du rationalisme et du développement technologique étaient en train de faire de l'Europe et du monde entier une sorte d'asile d'aliénés pour insatisfaits, refoulés, schizophrènes et suicidaires. J'estime que le rôle de l'architecte ou du designer à ce moment-là était surtout d'instaurer une méthodologie du doute, de la souplesse, de la construction-destruction, de l'optimisme-pessimisme et de la forme non-forme. À chaque fois, tout ça, c'est construction/destruction, l'optimisme/pessimisme et de la forme/non-forme. Fermez les guillemets. Méthodologie fondée sur un concept d'incertitude. Esquive l'optimisme des avant-gardes, début de l'érosion des avant-gardes. Parce que Sottsass, en fait, il est plus vieux que tous les autres. C'est le premier des designers post-modernes. Donc c'est vraiment le début de l'érosion des avant-gardes.
Sotsas veut tenter de résoudre des problèmes mineurs, voire personnels, limités et isolés dans le temps et l'espace. Limité et isolé dans le temps et l'espace, le contraire de la recherche d'intemporalité et d'universalisme des modernes. Il fait des sculptures d'ascendance constructive et s'intéresse aux travaux d'Anton Pevsner et de Calder. J'aime bien Anton Pevsner. Quand j'ai commencé les Beaux-Arts, je suis allé au Centre Pompidou pour la première fois et je découvrais tout un tas de trucs. Et Anton Pevsner, c'était, pour moi, ça ressemblait à des vaisseaux spatial de science-fiction comme dans Star Trek. Et bon, alors évidemment, il n'y a pas que ça qui est plaisant et qui est bien dans ces sculptures, mais à l'époque, je les trouvais bien pour ça. Ce qui indique aussi que peut-être les sculptures, les vaisseaux spatiaux dans les films de science-fiction sont intéressants parce qu'ils ressemblent à des sculptures modernes. D'ailleurs, il y avait eu un article dans Art Press il y a longtemps comme quoi Star Wars s'était très, très inspiré de la sculpture moderne du début du XXe siècle et de la sculpture africaine pour faire tous ces masques et pour faire les vaisseaux spatiaux. Il participe à un mouvement artistique nommé le concrétisme. Il est critiqué comme trop décoratif, irrationnel. On l'accuse de ne pas avoir de conviction sociale et morale. Sur l'implication psychologique de l'objet, 2 petits points. Ouvrez les guillemets. Selon lui, il faut élargir la conception de fonction d'usage d'un objet quelconque et ses implications psychologiques. Fermez les guillemets. Ettore Sotsas souligne les côtés positifs de l'artisanat, dont le rythme est celui de la vie, mais précise que l'industrie est inévitable et nécessaire et que le mode de vie de l'avenir est basé sur le standard. Dans le texte Arte Astrata et Concreta, il souligne la plus grande importance de l'expérience fondée sur des intuitions par rapport à la théorie. Importance de la notion d'espace, constituée de lumière et de couleur. Il s'appuie sur le travail de Pevsner. Ouvrez les guillemets, je peux faire n'importe quelle acrobatie avec l'espace, comme les musiciens avec le son. Fermez les guillemets. Voilà, je viens de me rappeler que j'avais noté le nom du livre que j'avais lu. Il s'appelle Ettore Sotsas, de l'objet à l'environnement, de Philippe Thomé. Thomé, ça s'écrit T-H-O-M-E. Donc c'est pas un livre qu'on peut trouver dans le commerce. C'est une publication universitaire européenne en histoire de l'art. C'est aux éditions Peter Lang. Voilà. Et je l'avais trouvé en bibliothèque, dans la bibliothèque qui est à côté de la Cité internationale des arts, si vous voulez retrouver les passages. Notion d'improvisation en jazz. Voilà, il s'inspire de l'improvisation comme dans le jazz. Ouvrez les guillemets, la vitesse est le temps dans l'espace, c'est-à-dire qu'elle est espace, parce qu'il ne peut y avoir espace sans temps. Diviser un espace signifie représenter une vitesse. Fermez les guillemets. Ouais, ça c'est super intéressant. Si on opère des divisions dans un espace, par exemple sur une architecture, on parle de vitesse. Et on avait vu que dans les lectures que j'ai fait sur Faucillon, sur le roman, on avait vu à un moment donné que les séparations des briques, je ne sais plus ce que ça fait, mais ça séquence le regard ou quelque chose comme ça. Il y a du coup un rapport au temps avec ça. Il déplore la disparition d'une architecture à la mesure de l'homme, trop fréquemment remplacée par une architecture à la mesure de l'État,
Dans cette perspective, il note que les marques décoratives ornant les habitations ne sont le plus souvent que les signes du pouvoir. Le standard rend la modestie nécessaire. Deux petits points. Ouvrez les guillemets. Il considère que le principe du standard peut être appliqué à l'ensemble des œuvres d'art. Il souligne que la modestie de l'artiste est nécessaire à la répétition, puisque les solutions positives standardisables n'exigent pas de changement continuel, de création renouvelée et par là gratifiante. Fermez la guillemets. On voit par là qu'il n'est pas hyper anti-standard. Il fait beaucoup de stands d'exposition éphémères, considérés en Italie comme de l'architecture. Par là, son travail évolue comme un processus de désintégration géométrique, caractéristique d'une démarche analytique. Deux petits points, ouvrez les guillemets. Les éléments structurels sont isolés, distingués avec clarté, formant autant de prétextes d'accentuation formelle expressive, fermez les guillemets, rond, carré, triangle, etc., fermez la parenthèse. Voilà, donc une démarche analytique, ça veut dire que dans ces meubles, dans ces objets, le regard va pouvoir distinguer les formes. En l'occurrence, rond, carré, triangle. Le regard va donc pouvoir opérer une analyse en séparant de quoi est constitué l'ensemble. Graphisme, deux petits points. Privilégie l'efficacité, la communication et la fonction expressive. Synthétiser, élaguer, comme une phrase avec peu de mots. Analogie avec le travail de Fortunato Depero. J'imagine que ça, c'est l'auteur du livre, Philippe Thomé, qui fait cette analogie. Dans tous les domaines, il procède par simplification sémantique, clarté, lisibilité. Son travail est condamné car il utilise des techniques artisanales, à l'époque idéologiquement suspectes. J'imagine que c'est idéologiquement suspect, j'imagine que ça doit être vu comme réac d'utiliser des technologies artisanales. Travail de l'interaction de la couleur, de la forme et de la lumière. Référence constante à Pevsner sur ce sujet. Dessin basé sur la liberté du geste. Le vernaculaire, deux petits points. Architecture qui respecte les traditions locales. Intérêt pour les architectures vernaculaires comme celle du Monténégro. Voilà, ça c'est un point de la postmodernité. L'intérêt pour pour le vernaculaire, c'est quelque chose qui revient souvent. Et c'est vraiment le contraire de l'universalisme. Le vernaculaire, c'est quelque chose qui est contraire à des formes qui seraient valables pour le monde entier. C'est contraire au bouton rouge sur le robinet d'eau chaude, qui est dont parle Lovie et qui est valable pour le monde entier. 1952. Projet d'école non réalisé à Silica, conçu avec son père. Formulation de nombreux stimuli sensoriels qui importeront dans son travail. Deux petits points, ouvrez les guillemets. Nous avons pensé que l'architecture d'une école devait être la plus diversifiée possible, variée, pleine de surprises et de couleurs, de lumière, et devait aussi être un peu mystérieuse, d'un mystère facile à dégager. Fermez les guillemets. Beaucoup de chaises de Sottsass sont une recherche de synthèse entre biomorphisme et rationalisme. Un biomorphisme géométrique est fortement coloré.
Bon, moi, je sais pas ce que ça veut dire biomorphisme, hein, mais morphe, j'entends forme, hein, dans morphe et bio, j'entends biologie, quoi. Donc j'imagine que c'est des formes organiques, mais on va regarder. Bon, on tombe sur une définition toute faite, hein, caractère d'une œuvre d'art de tendance non figurative dont les formes rappellent celles du monde organique. Ah, il y a même des exemples, tiens. Ouais, donc bah, oui, il y a des formes organiques, donc c'est un peu ce que je disais. Voilà. Sotsas a probablement vu Ambiente Spatial de 1967 de Fontana. Un environnement pénétrable plongé dans l'obscurité avec des lignes constituées de points fluorescents. Sotsas partage les vues de Fontana à propos de la participation sensorielle à l'environnement. Ouvrez les guillemets, ma nature est portée plus vers l'expression que vers la rationalité. Donc sa nature est portée plus vers l'un que vers l'autre, mais quand même il fait la synthèse entre biomorphisme et rationalisme, et donc un peu comme Andrea Branzi, il se permet de combiner les contraires, et ça c'est intéressant. Goût pour le rustique, intérêt pour l'architecture populaire, non comme nostalgie, mais comme fondement iconographique. Photographie de l'architecture sarde. Et là, ça, c'est l'un des trucs les plus intéressants chez Sotsas. C'est ça qui explique un peu son usage des couleurs. Voilà. Il inventorie les conformations et les motifs de l'architecture sarde. Il souligne leur justification, autant psychologique que psychique. Il montre par exemple que l'utilisation de pierres noires accentue le caractère protecteur de la maison, ce qui est une nécessité psychologique dans des régions fortement soumises aux rigueurs du climat. Voilà, donc la pierre noire, elle a une connotation protectrice. Et c'est une connotation locale. C'est pas une connotation qui est valable pour partout pareil, quoi. C'est pas universel. En l'occurrence, il parle de rigueur des climats. Je me demande si mettre des pierres noires, ça permet pas qu'il fasse un peu plus frais à l'intérieur. Donc ça serait donc du coup beaucoup plus rationnel. De plus, il met en évidence l'importance des signes de petits points. Les ouvertures sont souvent encadrées par de larges bandes de chaux. Elles sont la seule indication qui révèle la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Grande attention portée aux matériaux considérés comme vecteurs sensoriels. Ils sont choisis pour leur couleur, leur texture et leur poids. Technique empruntée à l'aéronautique. Utilisation de l'aluminium que Sotsas emprunte à l'industrie. À l'époque, l'aluminium était exclusivement industriel. Pour Sotsas, l'ensemble des meubles fait l'architecture. Un petit peu comme avec Joe Colombo, où le design est plus important que l'architecture, et ce sont les meubles qui font l'architecture. L'ensemble des meubles fait l'architecture, deux petits points, ouvrez les guillemets. Chaque meuble isolé est toujours vu en fonction de la possibilité et de la nécessité de pouvoir être intégré dans cet organisme supérieur qu'est la maison. Fermez les guillemets, comme se constitue l'environnement familial. Ouais, la maison comme organisme, ouais, je sais pas si ça me plaît ça. Céramique des années 50 vient d'une tradition céramique italienne dans laquelle le matériau est simple et primitif, et les formes fondamentalement simples et pures. Le traitement de ces pièces est volontairement grossier,
La simplicité formelle est conjuguée à l'absence de préciosité des surfaces, fortement contrastées. Celles-ci, les surfaces, sont laissées à nu par endroits. Elles sont lisses ou rugueuses, mates ou brillantes, et sont marquées de bandes, de stries ou de sommaires signes idéogrammatiques vivement colorés. Fermez les guillemets. À propos de ces céramiques et du désir de modernité, deux petits points, ouvrez les guillemets, le changement devait être seulement un changement optique ou bien seulement une aspiration à la modification. Fermez les guillemets. Toujours à propos des céramiques, je commençais alors à penser, donc toujours à propos des céramiques, deux petits points, ouvrez les guillemets, je commençais alors à penser que s'il y avait une raison pour faire des objets, c'était en quelque sorte pour aider les gens à vivre. Je veux dire pour aider les gens à prendre conscience que de quelque manière à prendre conscience de quelque manière et se libérer. Bref, je veux dire que s'il pouvait y avoir une raison pour concevoir des objets, cela ne pourrait rien être d'autre que pour accomplir une sorte d'action thérapeutique. Cela ne pouvait rien être d'autre que pour attribuer aux objets la fonction de stimuler les perceptions que chacun a ou peut avoir de sa propre aventure. Stimuler les perceptions, hein, ça il faut noter. Hein, l'usage des couleurs, l'usage de formes pour stimuler les perceptions. En résumé, une expression subjective stimule une perception subjective. Ça, c'est peut-être une remarque personnelle de moi, mais je ne l'ai pas noté, que c'était une remarque personnelle. Abandon du modelage et de l'expression organiciste au profit de pièces basées sur des principes constructifs. Installation avec motif de grille, deux petits points, ouvrez les guillemets. Ce motif de grille fondamentalement bidimensionnel est emprunté au répertoire formel de la Wiener Werkstatt et il sera réactivé au contact de l'architecture de l'islam, riche en moucharabiés, qui suscite les comportements malicieux basés sur les jeux de montrer/cacher, ou voir/être vu, qui joue sur l'ambiguïté ouvert-fermé. Lexique d'idéogrammes élémentaires qui servent au tapis, affiches, couverture de catalogue en tissu, plat émaillé. Entre parenthèses, définition de idéogramme, de petits points, signe graphique qui représente le sens d'un mot, concret ou abstrait, et non le son qui le compose, synonyme, hiéroglyphe. Je n'ai pas fermé la parenthèse, mais j'imagine que c'est là qu'on ferme la parenthèse. Chez Sottsass, il s'agit de formes simples, abstraites, ou pouvant évoquer des textures de matière. Ah non, c'est là que je ferme la parenthèse. Donc chez Sottsass, les idéogrammes sont des formes simples, abstraites et pouvant évoquer des textures de matière. Fonction magique des objets, deux petits points, ouvrez les guillemets. Le dolmen préhistorique n'est rien d'autre qu'un signe magique qui évoque sur la tombe du défunt l'éternité et les dieux. Fermez les guillemets. Fonction des menhirs auxquels Ettore Sottsass fait beaucoup référence. Deux petits points. Idée de vaincre la mort et de générer la vie, mettre en évidence le caractère rituel de l'existence. Donc là, avec les dolmens, avec les menhirs, avec la magie, avec les rituels, il évoque vraiment des choses qui sont mais à des milliers de kilomètres du modernisme,
du rationalisme, du fonctionnalisme, qui était la première vidéo que j'ai faite sur le design. Là, on est vraiment, on voit vraiment là que la postmodernité renverse terme à terme toutes les caractéristiques de ce qui fait le modernisme. Alors, je dis le modernisme pour distinguer de modernité, puisque les historiens utilisent modernité pour parler d'une période qui va du 15e ou du 14e jusqu'au 18e, je ne sais plus. Le calculateur électronique ELEA, qui est un objet de 1958, donc un des premiers objets de Ettore Sottsass, j'imagine. Ettore Sottsass est le premier à designer un calculateur électronique nommé ELEA. Volonté de sortir des armoires métalliques sans qualité, de penser la machine comme un signe, un symbole reconnaissable, comme un menhir, quoi. Ouvrez les guillemets, la structure n'est pas importante, elle doit être élémentaire et primitive. Ce qui importe, c'est l'atmosphère, la lumière et surtout la couleur. Inspiration de l'architecture japonaise traditionnelle, deux petits points, ouvrez les guillemets. Les cours, les jardins et les terrasses intérieures sont disposés de façon à pousser l'habitant vers une idée des gestes quotidiens compris comme rites. Fermez les guillemets. Préhistoire, deux petits points, c'est au premier temps, j'ai peut-être dit un peu vite, préhistoire, deux petits points, c'est au premier temps de l'histoire humaine qu'il fait remonter l'origine du design. Ouvrez les guillemets, l'origine du design qui signifiait à cette époque graver des signes magiques ou des symboles sur des flèches, ou aussi leur donner une forme spéciale. L'atmosphère psychique et culturelle locale contre le rationalisme, donc l'atmosphère psychique contre le rationalisme, l'atmosphère culturelle locale contre le rationalisme, le rythme contre le rite contre l'automatisme. Donc lui, il théorise vraiment tout ce qu'on a dit depuis le début, hein, l'importance de la psychologie, l'importance du local, mais en plus, il rajoute des trucs comme le rituel, la magie, contre l'automatisme. Volonté de prendre en compte l'atmosphère psychique et culturelle. Deux petits points. Ouvrez les guillemets. Chaque jour, le rationalisme moderne s'efforce de substituer les automatismes aux rites. Hein, il remplace les rites, qui est une forme de répétition, à des automatismes. Donc c'est bien pensé, cette dualité entre rite et automatisme. Chaque jour, le rationalisme moderne s'efforce de substituer les automatismes aux rites. Il tend, le rationalisme moderne, il tend à limiter aux zones les plus commodes la domination des forces de la nature. Fermez les guillemets. Intention d'Ettore Sottsass de redonner de la sacralité aux objets pour sortir de l'automatisme moderne et revenir au rite, c'est-à-dire à la vision, c'est-à-dire à la vie. Hein. Revenir au rite, pour Ettore Sottsass, c'est revenir à la vie. La vie contre le rationalisme figé. Hein. Donc on avait dit que le rationalisme, on avait dit que le modernisme était perçu par les postmodernistes comme figé, statique. Donc là, justement, jusqu'à maintenant, c'était plutôt il y en a d'autres qui ont opposé la vitesse aux formes du modernisme. Lui, c'est la vie. La vie est quelque chose qui n'est pas forcément de la vitesse, mais qui est en mouvement, qui est organique. Et du coup, le modernisme, le rationalisme, le fonctionnalisme, ça serait plus quelque chose de figé, donc du coup, par opposition à la vie, serait plus la mort.
La vie contre le rationalisme figé, deux petits points, ouvrez les guillemets. Je ne comprends pas pourquoi le design qui dure devrait être meilleur que le design qui disparaît. Je ne comprends pas pourquoi les pierres devraient être meilleures que les plumes d'un oiseau du paradis. Je ne comprends pas pourquoi les pyramides sont meilleures que les papillotes birmanes. Je ne comprends pas pourquoi le discours du président est meilleur que les mots d'amour chuchotés la nuit dans une pièce. Pour moi, le design est une façon de discuter de la vie. C'est une façon de discuter de la société, de la politique, de l'érotisme, de la nourriture et même du design. Enfin, c'est une manière de construire une possible utopie figurative ou de construire une métaphore de la vie. Bien entendu, pour moi, le design n'est pas limité par le besoin de donner plus ou moins de forme à un produit stupide destiné à une industrie plus ou moins sophistiquée. Donc, si vous devez enseigner quelque chose sur le design, vous devez d'abord enseigner quelque chose sur la vie. Et vous devez également insister sur le fait que la technologie est l'une des métaphores de la vie. Fermez les guillemets. Ouais, c'est une belle citation. Ça fait penser à ce qui est arrivé du coup dans les arts plastiques avec Fluxus, avec Robert Filiou et sa fameuse citation « L'art est ce qui doit rendre la vie plus intéressante que l'art ». Et là, ouais, il y a beaucoup de choses dans cette citation. Voilà, donc ce qu'il oppose au rationalisme, c'est la vie. Voilà, je ne vais pas la relire, mais elle était vraiment très bien, cette citation. On notera quand même qu'il dit qu'il y a cette phrase-là où... Bon, c'était une autre époque. Je vais la retrouver. Bah non, je la retrouverai pas. Je vais mettre pause pour la retrouver. Voilà, j'ai mis pause pour retrouver une citation pour pouvoir digresser en disant une bêtise sur une citation. Hein, je ne comprends pas pourquoi le discours du président est meilleur que les mots d'amour chuchotés la nuit dans une pièce. Bon, c'était une autre époque, hein. Peut-être qu'à l'époque, les présidents, ils disaient des choses importantes et ils étaient des gens importants. Aujourd'hui, que les mots d'amour chuchotés dans la nuit, dans une pièce, sont plus importants que les ahurissantes bêtises que disent les présidents, bah, ça résonne de l'évidence. Donc le texte a un peu vieilli. Voilà. Voilà. Donc ouvrez les guillemets. La peinture n'est rien d'autre qu'un acte de magie contre la mort. Fermez les guillemets. 1963-1972, deux petits points. Il rencontre les membres de la Beat Generation en Californie. C'est sa période de rupture avec le rationalisme le plus aigu. Voilà, donc je sais, moi j'ai pas beaucoup lu de livres de la Beat Generation, mais il faut voir Le Festin nu de Cronenberg, ça donne une idée de ce que ça peut être, il me semble. Culture pop, deux petits points. Il emprunte de nombreux motifs iconographiques à la signalétique urbaine ou à l'environnement caractéristique des autoroutes. Trop vieux et distant géographiquement, entre parenthèses, Milan n'est pas le centre nerveux des agitations des années 60, fermez la parenthèse, donc trop vieux et distant géographiquement, Sotsas est considéré comme un père fondateur du mouvement radical, comme un guide expérimenté. Hein, il n'était pas au centre de ce mouvement, mais il n'en est qu'un père fondateur. Artisanat, les irrégularités du travail de la main permettent une sensorialité. Hein, si il défend l'artisanat, c'est pour les irrégularités
du travail de la main, qui permet une sensorialité, mais qui permet aussi une vie. Hein, en cela, bon, il y a beaucoup de preuves de dessin qui disent que quand on fait un trait à la règle, eh bien le trait, il est mort. Un trait avec un crayon à la règle, le trait, il est mort. Et on peut l'entendre, puisque le trait est de la même épaisseur partout. Alors que si vous faites un trait sans la règle, à main levée, votre trait, il n'est pas mort, il va avoir de la vie, puisqu'il va y avoir de légères ondulations, il va y avoir des appuis différents et des changements d'intensité du trait. Il va y avoir des pleins et des déliés, on pourrait appeler ça des pleins et des déliés, des micro-pleins et déliés, bien que les pleins et déliés, c'est plus pour du pinceau. Hein. Donc le trait, il va être vivant. Voilà. Et donc cette irrégularité, c'est la vie. Au passage, Hitler, qui a fait des dessins avant de commencer à être un homme politique, eh bien, ces dessins, il les faisait en faisant des traits à la règle, pas à main levée. Donc, sur l'irrégularité de la main dans l'artisanat qui produit de la sensorialité, deux petits points, ouvrez les guillemets, les effets liés à la précision et à l'exactitude impersonnelle d'un dessin rigoureux, géométrique, sont affaiblis par les incidents et les approximations d'une réalisation semi-artisanale. Fatalement, ce mode de fabrication laisse apparaître les traces de la main. Il accepte néanmoins ces irrégularités et ces apparentes altérations dans la mesure où elles servent l'expression d'une certaine sensorialité. Hein, là, je retiens un truc, c'est que la précision et l'exactitude sont impersonnelles. Il n'y a pas de marque de personnalité dans un trait sans irrégularité. Et donc, c'est bien la subjectivité, la marque de la main, les tremblements de la main, la sensibilité de la main, mais aussi la sensorialité. C'est toutes ces choses-là que un trait fait à la règle, un trait fait avec précision et exactitude, eh bien, c'est toutes ces choses-là que ce genre de trait veut faire disparaître, veut invisibiliser, veut annihiler. Céramiche à Shiva, 1964. Ce sont des céramiques dédiées à un dieu hindou, faites après sa sortie d'hôpital. Donc il les a fait après sa sortie d'hôpital, les Torisotsas. Inspiration des mandalas, tracé de figures extrêmement simples, points, lignes, cercles, triangles ou carrés. Terracotta Yantra. C'est pas daté, j'ai pas dû trouver la date ou je l'ai pas fait. Ces céramiques de Sotsas peuvent se concevoir comme des yantras, des supports graphiques de méditation issus de la tradition hindoue. Procédé, donc là c'est fini sur les terracotta yantra, on passe à autre chose, on va parler d'un procédé rhétorique de la parataxe que Sotsas utilise, donc qu'il utilise formellement. Sotsas utilise le procédé de la parataxe, emprunté à la rhétorique. Il y a une petite définition de la rhétorique, hein, c'est l'art de bien parler, une technique de la mise en œuvre des moyens d'expression. Et puis j'ajoute moi-même à la définition que c'est aussi l'art de convaincre. Définition du petit Robert de la parataxe. La parataxe, selon le petit Robert, c'est une construction par juxtaposition, sans qu'un mot de liaison indique le rapport entre les mots ou les phrases. Exemple de parataxe de mots, hein, la relation client, au lieu de la relation avec des clients. Ça, c'est de la parataxe. C'est une figure de style en littérature qui permet d'exprimer l'instantanéité, la spontanéité, les actions rapides ou violentes,
Autre exemple de parataxe de phrase, les bonnes fondent sur moi. Je leur échappe. Je cours me barricader dans la cave de la maison. Pas de conjoncture, pas de conjonction. Pas de conjonction, hein, pas de mais, ou, et, donc, or, ni, car. Pas de préposition non plus. Sur, par, afin de. Procédé parataxique, cette fois-ci selon Sautsas. Inspiré de principes orientaux, il se réfère manifestement au stupa traditionnel du tantrisme bouddhique. Il est en effet conçu comme la juxtaposition d'éléments géométriques simples dépourvus de tout intermédiaire parasite. Hein, c'est comme quand on fait de la 3D, hein, on peut générer très facilement sur les logiciels de 3D comme Blender une sphère, un cube, et on peut s'amuser à les fondre l'un dans l'autre. Et puis je crois qu'on peut, une fois qu'on les a fondus l'un dans l'autre, faire un truc qui fait que leur conjonction devient organique. Eh bien, lui, il fait pas cette conjonction qui fait en sorte que ça devienne organique, comme l'aurait peut-être fait d'ailleurs le Streamline de Raymond Loewy. Là, au contraire, par exemple, une sphère et un cube vont être fondus l'un dans l'autre, mais la jonction, elle va être nette. Si vous voyez ce que je veux dire, et si vous ne voyez pas ce que je veux dire, je mettrai une image si j'ai pas la flemme. Ouvrez les guillemets. Les différentes parties des objets sont toutes clairement distinguées par les couleurs et par les formes. Fermez les guillemets. Donc si les différentes parties sont distinguées par des couleurs, ça fait parataxe, ça fait partie de la parataxe. Mais on parle aussi d'analyse. Tout à l'heure, il a dit que ça fait comme une analyse de l'objet, c'est-à-dire qu'on peut regarder l'objet et voir de quelle forme elles sont constituées. Les formes ne sont pas fondues les unes dans les autres, comme ça le serait avec des carénages du Streamline. Il est influencé par l'ouvrage Le système des objets de Baudrillard. Valeur sémantique des objets, organisée en systèmes. Intention de ne pas passer par la culture, mais par les mécanismes mentaux de l'enfance. Fermez les guillemets. Valeur sémantique des objets, organisée en système. Bon, ça, en fait, il faudrait que je lise Baudrillard. Ouvrez les guillemets. Les enfants aiment beaucoup mettre une chose au-dessus de l'autre. Moi aussi. Les enfants aiment beaucoup mettre une chose à côté de l'autre, etc., etc. Des meubles, un peu comme des jouets. C'est vrai que ces meubles, ils ressemblent un peu à des jouets, ils ressemblent un peu aussi à des choses directement issues de cartoons, quelquefois, certains de ces meubles. La machine à écrire Techné, 1964. Machine conçue pour femmes. Travaux de précision. Minutieux, délicat, élégant. Époque où la machine à écrire est encore utilisée essentiellement dans des emplois féminins. Ouvrez les guillemets. La techné est considérée comme un simple élément d'un alignement plus grand. Cette conception, qui comprend la machine comme un fragment d'un ensemble, justifie l'aspect de coupe du profil. Cette machine à écrire veut être un objet qu'on regarde volontiers, duquel on approche sans crainte et sans la réaction de « je dois me mettre au travail ». À propos de peinture, le tableau a pour fonction de briser le rythme de l'architecture. De petits points. Ouvrez les guillemets. Le tableau, dans l'architecture, doit représenter une sorte de nœud, où vont et d'où repartent les ondes, qui sert à rythmer, à définir et à mettre à feu l'architecture, afin que ce soit l'architecture elle-même qui se perçoive mieux à travers le tableau. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets.
Dans toutes les grandes architectures, on reconnaît ce principe de suspense ou de suspense. Et le tableau, dans l'architecture, c'est cela. Tu as un certain rythme qui se brise à l'improviste dans le tableau, lequel est une chose complètement différente. Voilà, donc le tableau, quand il y a plusieurs tableaux, ça produit un rythme dans l'architecture, et ça peut aussi briser le rythme. Mais il dit que le tableau est une chose complètement différente, parce que c'est vrai que le tableau, si on veut regarder le tableau en soi, ben, on ne voit plus tout ce rythme. Sottsass a été rapproché de Frank Stella et de Ad Reinhardt. Un jour, j'aimerais bien faire... J'ai acheté un bouquin sur Ad Reinhardt, et c'est un bouquin très philo sur Ad Reinhardt qui est une thèse avec Hegel et tout ça, mais je l'avais acheté surtout pour les dessins humoristiques de Ad Reinhardt, et du coup je les ai pas vraiment regardés parce que j'ai lu le livre, et le livre parle pas de ces dessins humoristiques, et puis les dessins humoristiques ils sont en anglais, donc il faudrait que je fasse la démarche de traduire et tout, et donc un jour je ferai bien une vidéo, rien que pour voir les dessins humoristiques de Ad Reinhardt, il faut que j'y pense. Par certains aspects, la démarche du peintre Ad Reinhardt est à l'opposé de celle de Sottsass. Ad Reinhardt, deux petits points, ouvrez les guillemets, nulle part ailleurs dans le monde de l'art n'a-t-il été aussi clair qu'en Asie que tout ce qui est irrationnel, momentané, spontané, inconscient, primitif, expressionniste, accidentel ou informel ne peut être appelé sérieusement de l'art. Fermez les guillemets. Oui, donc là, effectivement, Ad Reinhardt, il est à l'opposé complet de Sottsass. Il rejette tout ce que Sottsass embrasse. À propos de signes peints sur une maison, deux petits points. Ils sont richesses spirituelles qui compensent en quelque sorte la pauvreté matérielle des habitants. Fermez les guillemets. Sottsass est le pop art. Deux petits points. Il fait des collages de type pop art. Rapprochement entre le travail de Sottsass et celui de Richard Hamilton. Deux petits points. Même volonté de provoquer une concentration d'effets sensoriels sur l'environnement. Définition du pop art par Richard Hamilton. Deux petits points, ouvrez les guillemets. Populaire, entre parenthèses, conçu pour un public de masse. Fermez la parenthèse. Éphémère, entre parenthèses, une solution à court terme, fermez la parenthèse. Remplaçable, on ouvre la parenthèse, facilement oublié, fermez la parenthèse. À bas prix, produit en série, jeune, c'est-à-dire destiné à la jeunesse, spirituel, sexy, astucieux, séduisant, une grosse affaire, fermez les guillemets. Réserve critique de Sottsass à propos de l'aspect pessimiste du pop art. Deux petits points, ouvrez les guillemets. Les artistes pop ne délivrent qu'un contrat mélancolique et sans espoir de ce dont la technique industrielle est capable. Fermez les guillemets. Définition du pop art selon Sottsass et en relation avec sa propre démarche. Deux petits points, ouvrez les guillemets. Il n'est plus temps d'être révolutionnaire ou transgressif. Il faut accélérer l'existant pour provoquer la nausée et le dégoût. Fermez les guillemets. Dis donc, ça c'est une sacrée stratégie, hein. Il faut accélérer l'existant pour provoquer la nausée et le dégoût. Et il remplace la révolution ou le transgressif par ça. C'est marrant, hein. Autre citation pop art qu'il emprunte aux événements de 68, deux petits points, ouvrez les guillemets, je ne suis ni pour ni contre, je suis avec, fermez les guillemets. Là, on aborde une œuvre de Sottsass, la Grey Room Poltronova,
1969 avec le Ultra Fragola Mirror et le Immobili Grigi, hein, les meubles gris. La couleur grise est choisie pour son manque d'attrait commercial. L'aspect non fonctionnel du lit double rappelle les années 30. La chambre est aussi vide que possible, probablement pour être propice à la méditation. Objet brillant en plastique, de fibres de verre en forme arrondie, gonflée, peut-être féminine, peut-être religieuse. Sensation d'isolement des temples, combinaison de la sacralité des temples et de l'unité érotique de la chambre à coucher. Donc des choses très très incompossibles en fait, incompatibles. Hein, l'intimité des temples, enfin la sacralité des temples et l'intimité érotique de la chambre à coucher, normalement ça va pas ensemble. Intention de provoquer un sentiment d'étouffement, de suffocation. Ouvrez les guillemets, en ce qui concerne le futur. Je ne suis pas capable de m'intéresser à ces mécanismes. Je veux dire à son aspect science-fiction. Je veux dire que je ne suis pas capable de m'intéresser au chrome, aux boutons, au bip-bip. Je m'intéresse seulement à la façon dont les gens normaux, tous les peuples, seront confrontés à l'âge, aux souvenirs, aux échecs, aux solutions, aux catastrophes et à la mort. Fermez les guillemets. Ameublement d'une chambre à coucher pour faire l'amour. Constitué de certains meubles déjà édités en série, tous ne sont pas de Sottsass, elle n'est destinée qu'à être photographiée. Mobili et non mobili i nuevo armadi ou superbox. Meubles et non meubles, les nouvelles armoires. C'est de 1966. C'est pas dans l'ordre, le truc précédent était de 1969. Anti-design. Idée de non-meubles, c'est-à-dire des meubles, décors et accessoires seulement conçus pour la photographie. Ça, c'est super radical de concevoir des meubles uniquement pour faire des mises en scène photographiques, c'est assez dingue. Idée de non-meubles, c'est-à-dire des meubles, décors et accessoires seulement conçus pour la photographie. Des images à l'esthétique pop et minimaliste. Exemple, armoire géante, peinte de même couleur que les murs. Accent mis sur les bases avec des pieds surdimensionnés. Socle vivement coloré. Présentation graphique de la revue Pianeta Fresco, 1968. Seule revue underground en Italie, encre de couleur, irrégularité, surimpression, graphisme contrariant la lecture. Lampe Ashoka de 1981, lampe Tahiti de 1981 et lampe de table baie de 1983. À propos de ces lampes, ouvrez les guillemets, concevoir une lampe signifie concevoir la lumière. Et je veux dire que concevoir la lumière signifie concevoir l'environnement. Et je veux dire que concevoir l'environnement signifie favoriser la conscience. Fermez les guillemets. Analogie au jouet, deux petits points, ouvrez les guillemets. Le design est basé sur l'idée de faire presque un jouet, un objet pop. Donc ça, il y a la source d'où ça vient, Lettera 36. Je ne sais pas ce que c'est, ça doit être une revue ou quelque chose comme ça. Ce parti pris de faire du design comme si on faisait des jouets ou des objets pop, ce parti pris conduit à une extrême simplification formelle, un peu exagérée, et à un traitement chromatique dont toute espèce de douceur est exclue. Sur les stratifiés décoratifs,
deux petits points, ouvrez les guillemets, le stratifié décoratif peut recevoir n'importe quel type de décoration sans augmentation de coût. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Manzini. C'est Manzini qui dit ça. Motif de bande, rayure ou damier. Là, maintenant, on aborde le bureau Landschaft, bureau panoramique, open space, série Systema 45. Étude de l'ergonomie très poussée, ouvrez les guillemets, l'espoir, où l'idée fondamentale était qu'il ne fallait peut-être pas s'abandonner au charme par lequel, au moyen du design, on cherche à mettre le travailleur dans une condition d'optimisme ou de bonheur productif. Mais que, peut-être, il fallait au contraire envisager le design comme l'une des voies par lesquelles il est possible de lui laisser en permanence la conscience de son état d'homme qui s'use. Une conscience qui n'est pas nécessairement pessimiste, mais qui peut l'être ou non, selon les situations ou les choix. Choix sur lesquels, bien sûr, le design ne doit exercer aucune influence. J'ai toujours pensé que, s'il y avait un moyen, sait-on jamais, d'échapper à l'aliénation du travail, ou tout au moins d'y réagir, ce moyen ne pouvait être que le développement de la connaissance et de la conscience de son propre état face au travail. Fermez les guillemets. Idée d'espace indifférencié, où l'on ne reconnaît pas le statut hiérarchique des employés. Et là, maintenant, on aborde... ce sont des dessins, c'est un univers... donc là, il se rapproche un peu des... avec Il Pianeta comme festival, la planète comme festival. Il se rapproche un peu de Super Studio, de Archizoom, etc., de tous ces gens qui ont fait des dystopies. Donc il va créer un monde un peu de science-fiction avec des fausses architectures, mais il n'y a pas que les architectures, il y a les paysages, il y a les objets, il conçoit un monde de A à Z. C'est de la science-fiction de designer, mais chez Sotsas, c'est presque plus de la fantaisie. Il Pianeta comme festival 1972-1973. Exemple de titre de dessin issu de la série Il Pianeta comme festival. Donc, titre, œuvre gigantesque, deux petits points, route panoramique avec vue sur le fleuve Irrawaddy et la jungle. Autre titre, radeau pour écouter de la musique de chambre. Autre titre encore, distributeur de LSD, encens, marijuana, opium et gaz hilarant. Je ne sais même pas si c'est permis de dire ces mots-là sur YouTube. Série de dessins représentant de faux projets d'architecture du futur. Il y a écrit futuriste, mais je trouve que c'est trop connoté futurisme italien. De faux projets d'architecture du futur. Style de dessin de BD underground, reprise du graphisme primitif de Disney. Contraire du dessin cultivé des architectes. Planche mise en couleur par Tiger Tateshi. Tateshi Tiger, c'est un super dessinateur japonais qui dessine... qui fait des dessins complètement absurdes, rigolos. J'aurais bien aimé trouver un catalogue de ça, j'ai jamais trouvé. Il Pianeta comme festival, la planète comme festival, ironise sur certaines utopies de l'architecture contemporaine comme celle d'Archigramme. Il Pianeta comme festival est orienté vers le commentaire et le design réflexif, vers un méta-design. En cela, il atteste d'un retrait de Sotsas du mouvement radical. Vous imaginez, les modernistes créent des utopies, les postmodernistes créent des dystopies,
Et lui, il crée un truc pour se moquer de ceux qui font des dystopies. Il répétera que la réalité matérielle du projet est clairement mise à distance. C'est un contre-design, un design critique. C'est-à-dire que ce n'est pas destiné à être fabriqué ni construit. Il Pianeta comme festival fait allusion à l'illustration de couverture du Wall Earth Catalogue et renvoie à la notion de village global très présent à l'époque. Le Wall Earth Catalogue, c'est une espèce de catalogue papier, mais c'est l'origine un peu de Wikipédia, hein. Il y avait un gars, je ne sais plus son nom, on s'en fout, qui a conçu ce catalogue et qui se baladait dans tous les États-Unis pour le vendre aux hippies. Et dedans, il y avait des modes d'emploi pour des modes d'emploi pour fabriquer des choses, je sais pas moi, pour faire de la bière, pour planter des légumes, pour construire une maison ou des choses comme ça. Voilà, j'ai lu une biographie critique du gars qui a fait le Wall Earth Catalogue. Hein, ça fait partie de tout un tas de gens qui sont à l'origine de toutes les utopies d'Internet et de tout ce que portait comme utopie libertaire Internet, et qui sont devenus libertariens, c'est-à-dire le contraire. Donc je me souviens plus de son nom, je vais pas aller chercher son nom, je m'en fous. Mais alors la couverture du Wall Earth Catalogue, c'est la planète Terre. Et à l'époque, quand il a mis la planète Terre comme couverture, il se disait que ça devait changer la mentalité des gens, qui devaient se dire tiens, on n'est pas tout seul, on est sur une planète. Ça devait leur donner un point de vue du monde. À l'époque, ce point de vue du monde, il n'était pas aussi répandu, j'imagine. Voilà. Et donc la biographie critique, ça s'appelle Aux sources de l'utopie numérique, de la contre-culture à la cyberculture de Fred Turner. Et ça serait une biographie, ça serait absolument ennuyeux, hein. C'est pas que une biographie, c'est vraiment une sorte d'histoire d'Internet, hein. Il y a tout un premier chapitre qui parle pas du tout du gars, qui parle de la naissance de la cybernétique, et qui est vraiment passionnant. Mais voilà, donc ce gars, il est devenu libertarien, donc personne, quantité négligeable, on oublie. Ouvrez les guillemets, dans l'une des présentations de la fiction de Il Pianeta comme festival, de la planète comme festival, dans l'une des présentations de la fiction, il précise les conditions générales qui permettent d'imaginer la planète comme faite. La nécessité de travailler a disparu et la société est désormais organisée en fonction du bien-être et de la jouissance de la vie. Il s'agit d'une société où l'on ignore ce que signifie travailler, dans le sens où l'on ne sait pas ce que signifie produire, mais au contraire, où l'on sait seulement ce que veut dire vivre, comme si la vie était une œuvre d'art permanente. Une œuvre d'art permanente, c'est-à-dire un état permanent de conscience, de jeu et de concentration, d'oscillation mystique, etc. Bon, voilà, donc faudrait se pencher un peu plus là-dessus. En tout cas, les dessins sont assez cool, assez rigolos. Ils sont très amusants, les titres sont très amusants. Je pense que ça vaudrait le coup s'il y a des études qui ont été faites là-dessus, spécifiquement sur ce travail de la planète comme festival, ça serait intéressant de la lire pour savoir où il veut en venir avec ça. On sent en tout cas qu'il y a pas mal d'humour. Vestisti et Vestiti et Svestiti, Sioi
Tutti-sono-vestite, qui, en italien, moi je connais rien en italien, donc je lis phonétiquement, hein, qui se traduit par « Tout le monde est habillé ». Série de dessins signés par Tiger Pinzit, comme le dessin de Il Pianeta comme festival, dont Tiger Pinzit, c'est un autre nom de Tateishi Tiger, le même japonais qui a fait donc Il Pianeta comme festival. Questionnement. Comment les tenues vestimentaires déterminent les comportements et les conditions existentielles? Équivalent de Il Pianeta comme festival, équivalent vestimentaire de Il Pianeta comme festival. Propos sur la mode et la manière dont s'habillent les femmes. Ouvrez les guillemets. Elles ressemblaient à des signaux indiquant jeune fille ou femme. Donc il s'est même intéressé aux tenues vestimentaires et à la mode. La toute petite citation, je la trouve pas du tout bête, hein. Les tenues vestimentaires font que les femmes ressemblent à des signaux indiquant jeune fille ou femme, jeune fille entre guillemets et femme entre guillemets. Ça ressemble, il me semble, hein, à un propos de Valérie Ray-Robert dans ce livre La culture du viol à la française, où elle dit que les dessins animés, les filles dans les dessins animés, déjà il n'y en a qu'une, généralement, parmi plein de garçons, et elles ne sont caractérisées que par, vous savez, le petit trait qui finit en pointe sur le bord de l'œil pour signifier qu'il y a des cils recourbés, et c'est un signal qui indique jeune fille ou qui indique femme. Voilà, et ça me semble pas du tout bête de réfléchir sur les tenues vestimentaires, surtout à l'époque, hein, dans les années 70. Là maintenant, c'est un peu moins ça, mais c'est pas bête comme réflexion. Mobile on Flexible Environment Module, 1972. Fiction de design architectural. Environnement de containers pouvant être combinés pour faire des espaces habitables destinés à la vie tribale. Une machine à habiter. C'est un environnement qui réactive des préoccupations de Sotsas qui remontent à Mobili Grigi et Systema 45. Ouvrez les guillemets, en utilisant exclusivement du plastique gris. Il évacue toute élégance et tout effet de séduction. Idée de neutralisation du mobilier comme signe valorisant le statut social. Idée de flexibilité du mobilier. Deux petits points. Ouvrez les guillemets. Je sais pertinemment que pour l'heure, le contrôle de la flexibilité est aux mains de l'autorité. Mais quoi qu'il en soit, l'idée est que la pratique, l'habitude et l'utilisation de systèmes flexibles parviennent peu à peu à créer chez les gens la conscience qu'il est possible de s'approprier et de se servir de la flexibilité. Série de vases de 1986. Exemple de titre de vase. Amalthea ou Amalthi, Athemalusa, Ananke, Clécythera, Astémélusa, Himera. Importance de la sensorialité, des arrondis généreux définissent leur silhouette, des bourrelets rebondis en accentuent base arrête. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Des bourrelets rebondis en accentuent les bases et l'arrête, peut-être, je ne sais pas. C'est des prises de notes, donc quelquefois elles sont un peu nulles ou elles sont difficiles à relire, avec des oublis de mots, désolé.
accentuer la pulpe des matériaux, donc là c'est ouvrez les guillemets au moment de pulpe, accentuer la pulpe des matériaux dans l'excès, augmenter les volumes, arrondir les angles, registre de forme, disque, cylindre ou bulle. Céramique de 1972-1987, exemple de titre Basilico Tea Pots, Sugar Fruit Bowls, Cherries, Lapis Lazuli, Paper. Ouvrez les guillemets, l'absurdité et la monumentalité exagérée sont soulignées par un dessin issu des cartoons de Walt Disney, où les objets sont volontiers opulents et hauts et inoffensifs, toujours clairement définis. En 1973, Tiger Tateshi en fait des dessins. Et ces dessins, du coup, ces objets qui sont des objets petits, qui sont des théières ou des trucs comme ça, eh bien ça devient de mystérieuses architectures, des temples antiques ou des vaisseaux spatiaux, parce qu'ils les représentent au milieu de choses qui fait que leur échelle est très grande, hein, il les met à côté de petits arbres ou des choses comme ça. Tea Pots et Fruit Bowl sont figurés géants dans la nature sauvage comme autant d'objets bienveillants et incongrus. Oui, ils sont bienveillants parce qu'ils ont l'air... ça se voit que ça a l'air d'être des objets rigolos, quoi. Tapeto volante, 1975. Métaphore du tapis volant. Rouge Coca-Cola. Vert wagon. Inspiration, Géo trouve tout et sa valise. Qu'est-ce que j'aimais bien, Géo trouve tout, quand j'étais petit. Un personnage d'inventeur dans Mickey Parade. Je sais pas si ça existe toujours. J'aimerais bien retrouver une BD qui a marqué ma mémoire sélective. C'est dingue, hein, on lit un truc quand on est petit et ça marque notre mémoire sélective quand même. Où Géo trouve tout débarque avec sa fusée sur une planète où il n'y a que des canards feignants. Et du coup, il trouve que c'est insupportable. Il y en a un ils sont tous allongés. Et puis, il y en a un qui est allongé près d'un arbre. Et puis, il y a une pomme qui tombe, mais vraiment à 5 cm de ses mains. Et il dit « Oh, c'est pas possible, je vais avoir du mal à aller chercher cette pomme. Je vais devoir me lever. » Et Géo trouve tout s'énerve. Et il agite une branche pour faire tomber des pommes. Et là, ça ne produit pas ce qu'il voulait. Il voulait juste qu'il y ait plein de pommes qui tombent pour montrer que quand on se bouge un peu les fesses, bah, on obtient plein de trucs. Non, il se passe autre chose. Le canard qui était feignant, les pommes roulent sous lui et le font rouler jusqu'au lac. Et là, le canard qui était feignant se dit « Mais grâce à ça, je suis arrivé au lac sans avoir à bouger, je suis resté allongé. » Et tous les canards feignants de la planète des feignants se mettent debout et se mettent à... donc ils viennent d'inventer la roue en fait, et ils se mettent à fabriquer tout un tas de trucs. Au fur et à mesure, de vignette en vignette, ils fabriquent la voiture, des avions, des fusées, des trucs. Il y a de la fumée partout et Géo trouve tout se dit « Ah, j'aurais jamais dû faire ça, la planète du coup elle est polluée, elle devient insupportable. Bon allez, on s'en va, on retourne sur notre planète. » J'aimerais bien retrouver cette histoire qui était assez rigolote. Voilà. Donc, tapeto volante, métaphore du tapis volant rouge Coca-Cola, vert wagon, dont l'inspiration vient de Géo trouve tout et sa valise. Accoudoir et dossier différents comme s'il s'agissait d'un assemblage. À propos de la surface des objets, deux petits points. La valeur sémantique de la surface des objets est fortement accentuée. Les informations parasites sont multipliées de façon à provoquer une certaine inintelligibilité, une confusion déstabilisatrice et stimulante à la fois.
Donc on est dans le contraire d'une recherche de lisibilité, hein, comme dans le modernisme, comme dans une certaine histoire de l'architecture. Intention de démystifier la conception puritaine, exclusive et obsessive de la vérité du matériau. Il dit que la conception de la vérité du matériau est puritaine. Exemple des décorations chez Sottsass. Texture de faux marbre, motif de grès ou de grillage, surface peau de serpent ou bois, grain ou mosaïque des toilettes de métro, couverture de livres de comptes. Donc absolument que du recouvrement. Et donc du recouvrement mensonger, mais assumé. Là pour le coup, il aime la décoration, il aime les trucs qui contrastent fort et qui sont utilisés parce que il y a des effets de texture qui sont beaux et qui produisent des effets psychologiques, etc. Bibliothèque Carlton, 1981. Bibliothèque en forme de totem avec imprimé polychrome grinçant. Équilibre enfantin. Choix d'un matériau populaire, le stratifié. Étagère Beverly de 1981. Donc là, je vais essayer de la trouver dans mes fichiers parce que j'ai rien écrit. Donc l'étagère Beverly, on a une sorte de placard en bas qui fait un bloc. Le placard, il est sur une sorte de, il y a une sorte de pile rectangulaire à la base, comme si c'était un socle, ou comme si c'était un début de colonne rectangulaire, je ne sais pas. Il y a une sorte de revêtement en peau de serpent sur les portes du placard. Il y a une sorte d'étagère effet marbre qui n'a pas l'air très fonctionnelle, hein. Il y a juste un étage. Mais par contre, ça va très haut. Et c'est un peu bancal, c'est un peu ça sort en diagonale, c'est assez dingue. Et du coup, là, pour le coup, c'est uniquement pour faire une jolie composition. Il y a aussi cet objet en diagonale, il y a une tige en métal avec une lampe rouge. Voilà, tout cela probablement ne sert à rien. Alors on peut lui trouver un usage, hein. J'imagine qu'on peut mettre des cintres avec des vêtements sur cette tige. Bon, je pense, personnellement, si jamais un jour j'avais de quoi m'acheter ça, je le laisserais tel quel pour qu'il reste comme une sculpture. Il y a aussi ces espèces de petites tablettes qui dépassent sur les côtés. Ça sert à rien aussi. Enfin, il n'y a que des choses qui sont antifonctionnelles, qui sont pas rationnelles. Tout est fait pour fuir la rationalité, quoi. Console modèle Tartare, 1985. Frappé par l'épaisseur de ses volumes, graphisme de texture en trompe-l'œil sur les surfaces laque épaisse. Texte. Donc il y a un texte, il a écrit un texte. Tout le monde dit que je suis méchant. Discours ironique de Sottsass contre l'idée reçue du designer capitaliste. Sottsass pose la question aux critiques de la consommation, ouvrez les guillemets. Mais comment peut-on détruire le capital? Comment faire une industrie sans design? Le problème n'étant pas de savoir si on est méchant ou pas parce qu'on est un designer. Non, c'est pas ça. Le problème n'est pas de savoir si l'on est méchant ou pas parce qu'on est un designer, mais plutôt de savoir ce qu'on est capable de faire avec ça quand on est designer. Je voudrais que ceux qui m'accusent viennent près de moi, ici, autour de cette table à dessin où je travaille et essaient de comprendre ce qu'est mon métier. La nécessité, l'habitude ou parfois l'espoir qui m'habite. Fermez les guillemets. Donc là, on revient à Alexandre Midal. Donc j'ai écrit Alexandre Midal, 2 petits points. On a fini toute la biographie, toutes les notes de la biographie de Ettore Sottsass. Donc Alexandre Midal, 2 petits points.
Un des arguments campant cette fourberie du designer est celui d'une manipulation du désir de consommer au-delà de ses besoins. On accuse le designer d'inciter à consommer au-delà de ses besoins. Sottsass projeta pour la firme Abet Print une série de laminés avec thèmes décoratifs nouveaux. Ensuite, il y a une série de noms. Ensuite, il y aura un long texte sur Alessandro Mandini. Après Alessandro Mandini, il y aura Groupe Totem, Achille Castiglione. Donc ça aurait été bien d'intégrer dans cette vidéo Alessandro Mandini, mais ça fait quand même une vidéo de 4h50, presque 5h. J'ai presque fait un vrai live. Non, mais j'ai fait une pause au milieu. Et puis alors le montage, ça va me prendre beaucoup de temps aussi. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, ou alors une bonne fin de soirée, ou une bonne nuit, selon le moment où vous écoutez la vidéo. Je vous souhaite d'avoir du temps dans votre vie pour lire des livres d'histoire de l'art, pour feuilleter des livres d'histoire de l'art aussi, ceux où il n'y a que des images. Je vous souhaite de pouvoir avoir du temps dans votre vie pour pouvoir flâner dans les musées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous souhaite le pouvoir de vous autoriser de prendre du temps pour ça, de temps en temps, une fois par an, une fois par mois, je sais pas. Une fois par semaine, ça commence à être un peu difficile. C'est dur, hein, une fois par semaine. Et je vous souhaite donc tout ça pour pouvoir renforcer votre perception sensible et pour pouvoir renforcer votre goût, puisque le goût, c'est savoir reconnaître les saveurs, et plus on va voir des choses, plus on peut reconnaître des saveurs, indépendamment de l'idée de savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Ça, tout le monde sait le faire. Voilà, ciao, bonne journée pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin.